Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre T'as vu, le magazine réalisé et présenté par les étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au sommaire de cette édition, Florian et Adrien vont nous parler du paquet neutre, un mois après sa mise en place. Valentine est allée à la rencontre d'une association solidaire sur le marché d'Oisem, mais aussi un concept original, le bar à chiens. Victor et Pierre se sont rendus sur place. Enfin, nous prendrons la direction du Palais des Beaux-Arts avec Éléonore avant l'agenda culturel présenté par Pierre. Depuis le 1er janvier, les paquets neutres sans logo ni couleur ont débarqué dans les bureaux de tabac. Cette mesure a-t-elle un impact sur la consommation des fumeurs? Élément de réponse avec ce reportage signé Adrien et Florian. Janvier 2017, les paquets neutres sont définitivement à la vente. Plus de couleurs, plus de logos, du noir pour toutes les marques et des images chocs. Comme tous les buralistes, Nathalie, gérante d'un bar tabac à Lille, n'a pas été ravie par l'arrivée du paquet neutre. Ça a été une organisation assez compliquée à mettre en place. Ça paraît tout bête quand on voit derrière, on se dit c'est pas. Et ce qui est très très difficile, c'est la livraison. Parce que tous les cartons, comme on reçoit beaucoup de vrac, tous les paquets n'étant pas indiqués au-dessus, le nom n'étant pas indiqué au-dessus, c'est un peu compliqué. On est obligé de tirer le paquet, de regarder, de vérifier, etc. Donc ça nous demande 2 à 3 fois plus de temps que pour ranger la livraison. Je pense que dans les grandes villes, les tabacs comme nous, etc., je pense que c'est pas très grave. Par contre, les petits buralistes de petites villes, etc., ouais, ça doit peut-être leur causer un petit peu de problème quand même. Déjà d'une, parce qu'ils devaient écouler avant le 1er janvier leurs anciens paquets. Et après, eux, ils se sont remboursés un peu plus tard, donc sur 6 mois après, sur leur tapé, donc ça leur fait un manque de trésorerie par rapport à pour eux. Alors que nous, on a un débit qui est tellement important que les paquets sont vite partis en fait. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, voulait sensibiliser les fumeurs au risque du tabac. Pourtant, l'habitude des consommateurs n'a pas changé. Aucun intérêt, c'est très compliqué de s'y retrouver. Et de toute façon, les images qui sont dessus, dissuasives, c'est les mêmes qu'avant. Et simplement, notre paquet, au lieu d'être bleu, il est noir. Donc moi, je vois aucun intérêt. Dites, mademoiselle, les paquets. Ouais. Voilà. Et concernant les images chocs, certains consommateurs n'hésitent pas à choisir leur paquet eux-mêmes. Ah, moi je fais pas attention, par contre c'est vrai que les clients me demandent pour avoir d'autres maladies. Maintenant les clients choisissent leur maladie sur les paquets. Ouais. On a les mêmes qu'avant le paquet neutre. Et il y en a même une drôle, je trouve, le petit bébé avec une tutute et une cigarette dedans. 3e degré, vous allez me dire. Autre conséquence depuis l'instauration du paquet neutre, direction la Belgique pour les fumeurs. Une tendance qui s'accroît et qui inquiète les buralistes. Et puis il y a aussi la ville qui a mis un truc en place, des bus tous les dimanches pour emmener tous les Lillois vers la frontière pour acheter des paquets de cigarettes, ce qui est vachement bien. Ça c'est sûr que de toute façon à partir du moment où il y a une législation qui n'est pas la même en Belgique, compte tenu qu'on est à... Nous on va ici à Lille à 10, 15, 20 minutes de la frontière, tout ce qui incite les gens, tout ce genre de trucs incite les gens à aller en Belgique. Parce que en Belgique, sachons quand même que même si le paquet, il n'est pas complètement neutre comme en France, il y a quand même les mêmes photos dessus. Ce qu'il y a, c'est que eux, ils gardent les logos de couleur. C'est-à-dire que le bas du paquet, ça doit être 20% du paquet. Le bas du paquet reste Marlboro, Winston, Camel. Donc on sait encore ce qu'on fume. Tandis qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué. On sait ce qu'on fume parce que c'est marqué en tout petit, mais c'est pas visuellement flagrant. Le paquet neutre, une mesure forte donc, mais qui peine à faire ses preuves. La lutte anti-tabac continue, en espérant qu'elle ne parte pas en fumée. Bonjour Adrien. Bonjour Gaspard. Alors le paquet neutre, qu'est-ce que c'est? Alors le paquet neutre, il a été instauré par Marisol Touraine, donc notre ministre de la Santé, à partir de septembre 2016. Il était obligatoire à partir de janvier 2017, ce qui laissait un petit temps d'adaptation aux buralistes pour écouler tous leurs anciens paquets et se mettre au goût du jour. Alors le principe du paquet neutre, je vous en ai ramené un, il est ici. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Le but, c'est de masquer complètement les marques et de mettre une couleur unie pour avoir du mal à dissocier les marques, puisque les paquets de cigarettes est un espace publicitaire privilégié pour les marques de tabac, ce qui leur permet de ne plus créer d'effets d'annonce et d'effets de publicité, notamment chez les plus jeunes. D'accord, avec une jolie photo en prime. Avec une jolie photo, donc là on a la trachéite, voilà, magnifique. Super. Et comme on le voit dans le reportage, parfois les clients demandent à avoir d'autres maladies, donc c'est un peu la carte Pokémon du fumeur. D'accord, et donc vous parlez des buralistes, on a vu 2 dans le reportage. Oui. Comment eux, ils ont vécu cette arrivée, cette instauration du paquet neutre? Alors il y a eu un petit temps d'adaptation, parce que forcément c'est surtout en termes de logistique.
On l'a vu dans le reportage, quand il y a les commandes qui arrivent pour dissocier les paquets, c'est pas forcément évident. Quand les clients arrivent et qu'il y a beaucoup d'affluence dans les bureaux de tabac, pour retrouver les bons paquets au bon endroit, c'est un peu difficile. Mais finalement, ça s'est instauré de façon plutôt naturelle. Maintenant, c'est bien mis en place, donc c'est plus trop un problème. Et dernière question, est-ce que vous pensez vraiment, vous personnellement, que cette mesure a un impact sur la consommation des fumeurs ? Étant fumeur, non. On a aussi rencontré beaucoup de personnes pendant le reportage qui nous disaient que ça n'avait aucune influence. Et les gens disaient que si les personnes avaient envie de fumer, les personnes allaient fumer et que c'est pas la tête du paquet qui allait dissuader ou non les fumeurs, notamment les plus jeunes, de se mettre à la cigarette, malheureusement. La seule chose qui est vraiment efficace, c'est la hausse des prix qu'on constate de plus en plus aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie, Adrien. Merci, Gaspard. Direction maintenant le marché de Oisem avec Valentine qui est allée à la rencontre de la Tente des Glaneurs, une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire. À Lille, depuis 7 ans, la Tente des Glaneurs récupère chaque dimanche les denrées à la fin du marché de Oisem afin de les redistribuer gratuitement. Une lutte contre le gaspillage alimentaire, oui, mais avant tout une aventure solidaire menée par Jean-Louis Lemaire, fondateur du concept et ancien cuisinier gastronomique. Dans toute une période de ma vie, je donnais à manger aux riches, et un jour j'ai décidé de donner richement à manger. J'en avais marre de voir les gens aller dans les poubelles pour manger, je trouve ça complètement indigne. C'est pour ça qu'on est sur un retour à la dignité. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue. On peut nourrir tout le monde équitablement, que chacun ait la même part, plutôt que de se bagarrer autour d'un conteneur. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc j'ai appliqué ça sur mon quartier, et puis ça fonctionne malheureusement. La Tente des Glaneurs repose donc sur 2 piliers, la dignité et l'équité, et répond à une demande non négligeable, celle de ces personnes qui ne peuvent se rendre dans les associations telles que les Restos du Cœur, par souci de critères financiers ou par honte. D'une part, on lutte contre le gaspillage alimentaire, mais surtout, nous, ce qu'on a voulu travailler d'abord, c'est lutter contre la précarité alimentaire. On a transformé en fait ce souci de gaspillage alimentaire. Face à la précarité alimentaire, on a cheminé en fait un système pour que les gens puissent déjà venir dignement et au lieu que ça soit affligeant de venir chercher un don alimentaire, ils deviennent acteurs. Ils deviennent des acteurs du développement durable. C'est pas franchement cool d'avoir faim aujourd'hui. C'est pas franchement cool de faire la queue pour avoir à manger. Par contre, c'est vachement cool d'aider à ce que la planète soit plus propre, qu'on fasse moins de méthanisation, qu'on libère l'espace public, qu'on fasse moins d'eau pour nettoyer les places, moins de carburant, moins d'équipe. Ça, c'est fun. Effectivement, la Tente des Glaneurs, c'est pas une tente de bobo qui est fun, mais c'est simplement une solution face à une problématique. On a besoin que les médias en parlent. Pourquoi ? Pour dire que voilà, c'est pas con, et peut-être ça va donner l'idée à d'autres villes de le faire. S'il s'étend dans le monde, le concept reste cependant complètement indépendant. C'est pas l'attente du maire, c'est pas l'attente d'un parti politique, la Tente des Glaneurs, c'est une marque déposée. C'est un concept qui est déposé, comme ça personne ne peut se l'approprier et faire quoi que ce soit en business ou quoi que ce soit en politique. Voilà, nous on les embête les politiques parce que nous effectivement on démontre, on va quantifier les personnes qu'on va recevoir, on va quantifier les masses de marchandises qu'on va recevoir et ça parle. Et les politiques peuvent bien nous faire des lois, mais il faut aussi se mettre sur le terrain et savoir si les lois correspondent aux besoins du terrain. On est un peu le caillou dans la chaussure. En attendant, la Tente des Glaneurs compte bien conserver la pérennité de son action. Avec presque 1,4 tonne de nourriture récupérée chaque dimanche, c'est Florent Ladenne, nouveau président du concept, qui devrait avoir matière à faire rêver les quelques 1300 bénéficiaires de la Tente des Glaneurs. Il y a 2 mois. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors cette association répond à une double problématique. Ouais, c'est ça. En fait, ça répond à une problématique de gaspillage alimentaire. Donc, on le voit, ceux qui habitent près du marché de Oisem peuvent le voir tous les dimanches. Il y a énormément d'invendus, il y a énormément de denrées jetées sur les trottoirs. Et ce qui demande du coup de la main-d'œuvre pour les enlever juste après le marché de Oisem. Et donc du coup, le fait de récupérer ces invendus avant qu'ils soient jetés, donc perdus en fait, ça permet également de les redistribuer à des personnes qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas se rendre au Resto du Cœur, par exemple. Bon, c'est ce que je disais dans le reportage, c'est par honte ou parce qu'ils répondent pas aux critères financiers. Bon, quand on est juste à la limite, c'est compliqué. Et du coup, ça répond à une double problématique, donc le gaspillage alimentaire et également le besoin, les besoins alimentaires de ces personnes-là. D'accord. Alors, est-ce que ça marche et pourquoi ça marche ? Ça marche, oui, parce que déjà, c'est pas seulement une tente qu'on retrouve sur le marché de Oisem, on la retrouve également à Madrid et dans d'autres pays du monde. Oui. Et ça marche également, pourquoi ça marche ? Parce qu'il y a une grosse demande en matière d'aliments à Lille et dans ces autres villes, même partout, et ça répond... cette problématique de gaspillage alimentaire, ça aide également la ville qui emploie du coup moins de personnes pour dégager ces denrées alimentaires sur le marché de Oisem. D'accord, je vous remercie Valentine. De rien.
Et Lille avait déjà son bar à chat. La ville a désormais le WAF, un café chien où les clients peuvent venir déguster une pâtisserie en profitant de la compagnie de nos compagnons à quatre pattes. Victor et Pierre se sont rendus sur place. Un café d'un nouveau type a ouvert ses portes à Lille, le WAF, le premier café à chiens d'Europe. Le concept est simple, le client peut venir profiter de la compagnie de 9 chiens issus de refuges autour d'un café, d'un thé ou de quelques parts de gâteau. On paye le temps qu'on reste, la demi-heure est à 4 €, les 3 heures à 15, les boissons, elles, sont à volonté. Tenir un bar à chiens demande de l'organisation. Chaque matin, Ophélie et son équipe promènent la meute pendant plus d'1 heure avant l'ouverture. Et des règles d'hygiène et de sécurité bien particulières lui sont imposées. Notamment le fait que les chiens n'ont pas accès à la cuisine, que il faut faire très attention, on va pas par exemple servir un gâteau, caresser un chien puis servir un gâteau, il faut bien se laver les mains entre les deux. Il faut au niveau bien-être du chien, les chiens justement il faut qu'ils dorment chez nous, faut qu'on s'en occupe bien, qu'on installe un sas à l'entrée pour éviter qu'ils aient accès à la voie publique dès qu'un client rentre. Donc voilà, ce genre de choses. Les clients aussi doivent faire attention à quelques règles. Respecter le sommeil de Zazou ou Murphy, éviter de nourrir Joey, grand amateur de chocolat, ou encore ne pas perturber Kiki dans ses acrobaties. Mais derrière ce concept se cache aussi une démarche militante. Les clients ont la possibilité d'adopter certains chiens, un projet encouragé par la Ligue de protection des animaux. La LPA, justement, on est en partenariat avec eux, parce que pour eux, c'est fantastique, étant donné que on prend des chiens en famille d'accueil chez eux qui ont du mal à se faire adopter. Là, dernièrement, par exemple, on a eu Pépé, c'était un vieux chien croisé qui avait 12 ans. Ça faisait super longtemps qu'il était là-bas et que personne n'en voulait, personne ne le regardait. Ici, au WAF, en fait, donc déjà, on l'a lavé un bon coup. Et puis on le présente sous un angle qui est très avantageux pour lui parce que on le voit, il est calme, il est gentil, alors que c'est vrai qu'un chien derrière les barreaux d'un chenil, ça donne moins envie. On se dit comment est-ce qu'il va être chez moi, est-ce qu'il va être agressif, parce que souvent ils aboient dans le chenil, donc c'est pas, ça leur fait pas une bonne pub aux chiens. Alors qu'ici on les voit dormir sur le canapé et puis on se les imagine dans notre salon assez facilement, et on a déjà réussi à faire adopter 5 chiens depuis le lancement, donc c'est pas mal, surtout que c'était souvent des chiens que personne ne regardait quand ils étaient à la LPA, quoi. Il y a quelques mois, un bar à chat avait ouvert ses portes à Lille. Depuis, un appel aux dons a été lancé par le gérant. Reste à voir si cette mode des bars à animaux perdurera. Bonjour Victor. Bonjour Gaspard. On l'a entendu à la fin du reportage, il y a une sorte de mode des bars animaux. Effectivement, ouais, c'est une mode qui vient du Japon. Alors eux, ça date de plus longtemps que chez nous. Le premier bar à chat a ouvert en 2003, donc déjà plus de 13 ans. Après, la mode s'est développée. Au Japon, il y a des bars à hibou, des bars à lapins, des bars à hérissons, enfin des bars on peut faire ce qu'on veut. Et la mode est venue à Paris, donc ça a ouvert en 2013, puis à Lille. Par contre, c'est une mode, donc ça marche bien les premiers jours de l'ouverture, il y a du monde qui vient. C'est un effet de mode, justement. Voilà, parce que ces bars sont un peu en difficulté ces derniers temps. Le premier bar à chat qui a ouvert à Paris a fermé. Il y en a eu un qui a ouvert à Lille aussi il y a pas longtemps. Hein. Et justement, comme on le rappelait, ils ont fait un appel aux dons. Donc du coup, il y a un effet de mode sur le début. Par contre, sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose de pérenne? Je sais pas. D'accord. Et sinon, qu'en pensent les associations de protection des animaux de cette mode-là, justement? Ils voient plutôt ça d'un bon œil, en fait. Certains pourraient dire justement qu'on utilise les animaux comme des objets ou autres, mais c'est vraiment pas le but. C'est vraiment des amoureux des animaux qui ouvrent ce genre de bar. Et il y a vraiment un côté adoption. On peut, comme la fille nous l'a raconté dans le reportage, il y a plus de 5 chiens qui se sont fait déjà adopter. Parce que c'est vrai qu'on voit les animaux derrière la cage, dans les chenils. C'est des animaux qui viennent de où, du coup, à l'origine? De refuges, en fait. Ils sont en partenariat avec les refuges sur l'île. Ils récupèrent les animaux abandonnés. La journée, ils sont dans le bar, en fait. Et le soir, ils vont dormir dans les refuges. D'accord. Et les personnes peuvent venir adopter des petits chiens roux ou autres. Par contre, faut faire attention, ça laisse pas mal de poils sur les pulls, donc faut faire attention à ça. Merci pour ce petit conseil, Victor. De rien. Et aujourd'hui, personne n'est encore capable d'expliquer le mystère de la construction des pyramides d'Égypte. À la croisée de la science et de la technologie, l'exposition Scan Pyramids fait le point sur les dernières découvertes au travers de vidéos, de photos et de dessins. Éléonore s'est rendue sur place. Nous sommes aujourd'hui au Palais des Beaux-Arts de Lille pour l'exposition Scan Pyramids. C'est une exploration inédite des grandes pyramides d'Égypte et aussi l'occasion de jeter un nouveau regard sur les antiquités égyptiennes du musée. Allez, on va descendre dans les méandres du Palais des Beaux-Arts, au sous-sol, où se trouve l'exposition. Suivez-moi. Alors du coup, nous sommes avec Clément Powels pour l'exposition Scan Pyramids et vous nous expliquez donc en quoi ça consiste.
Oui, alors ici c'est une petite expo dossier que le Palais des Beaux-Arts a monté qui expose un peu les résultats de l'Institut HIP. HIP, ça veut dire Heritage, Innovation and Preservation. Et en fait, dedans, on a des Français, des Égyptiens bien sûr, et aussi des ingénieurs japonais. Ils se sont entourés donc des meilleurs de leur catégorie, mais aussi d'artistes, photographes, aquarellistes, peintres, même musiciens, puisque le groupe R en fait à moitié partie. Et on expose ici un petit peu leurs résultats comme une invitation au voyage. Le but, c'était d'abord aussi de résumer un petit peu l'histoire des pyramides rapidement, parce que ces 4 monuments, ils sont pas nés des sables d'Égypte du jour au lendemain. En fait, tout commence en 2600 avant Jésus-Christ avec la pyramide ratée, on pourrait dire, du pharaon Snéfrou, celle qu'on voit sur cette photo. Elle est ratée parce que les Égyptiens ont vu un angle trop raide, donc ils ont dû la modifier en cours de route et elle s'est fissurée. L'autre pyramide qu'ils ont examinée, nos ingénieurs, c'est celle qu'on voit au fond de cette photo. La première pyramide à face lisse, c'est la pyramide rouge de Snéfrou. Donc cette fois, ces architectes ont réussi et il s'est fait enterrer dedans. Troisième pyramide, c'est celle de son fils, Khéops, qu'on voit ici. Dite la grande pyramide d'Égypte, c'est celle qui déchaîne les passions, dont on va parler tout à l'heure dans la dernière salle. Et enfin, celle de son fils Képhren. Donc ici, des photos qui évoquent un peu de manière poétique le voyage, mais qui nous montrent aussi déjà les 4 grands sites qui sont l'objet de cette exposition. Alors ici, on est dans la galerie des antiquités du Palais des Beaux-Arts de Lille, mais qui a été un petit peu réaménagée pour l'occasion, puisque c'est l'occasion d'évoquer l'art funéraire égyptien sous toutes ses coutures, et aussi l'art qu'ont ramené les voyageurs. Ici, c'est une salle intéressante parce qu'elle mélange des choses anciennes, comme la description de l'Égypte, ce qui a été édité sous Napoléon Bonaparte au retour de l'expédition d'Égypte en 1800, mais aussi des dessins de Françoise Cuitaine, l'auteur de bande dessinée, des aquarelles également, plus ou moins anciennes, et enfin cette superbe reconstitution en 3D du plateau de Giza, qui nous montre à quoi ressemblait la nécropole du pharaon Khéops en 2500 avant Jésus-Christ, comme si on y était pratiquement. Voilà pour le tour d'horizon de l'exposition Scan Pyramides. Si vous voulez en voir plus, c'est jusqu'au 12 février au Palais des Beaux-Arts de Lille. On retrouve maintenant Pierre et Éléonore. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Éléonore, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans cette exposition que des vidéos et des photos, des dessins comme on a pu le voir? Alors, beaucoup de choses. On voit notamment des momies, donc qui sont encore en très bon état. Alors bon, attention, parce que pour les plus jeunes, ça peut parfois choquer. C'est vraiment un squelette, on le voit vraiment en entier, et c'est un peu gore. Et on peut voir aussi beaucoup de sculptures, de vases, donc de la période égyptienne. Et vraiment, donc c'est hyper intéressant, notamment sur les pyramides. On n'a jamais vu des photos donc comme ça, etc. Donc beaucoup de vidéos et beaucoup d'interactifs aussi, notamment avec, comme dans le reportage, on a vu le plateau de Giza qui a été complètement reconstitué en vidéo et on peut jouer en fait avec. Donc c'est assez intéressant. D'accord. Et vous, personnellement, ce que vous en avez pensé de cette exposition? Une exposition, comme je disais, intéressante à aller voir, surtout pour les plus petits. On découvre vraiment les grandes pyramides d'Égypte comme on les a jamais vues. Et ça donne l'occasion aussi de revoir la collection égyptienne, donc des antiquités égyptiennes, du musée des Beaux-Arts. Et également, le musée de Caen a prêté aussi des antiquités au Palais des Beaux-Arts. Donc vraiment une exposition complète. Voilà. Ouais. D'accord, je vous remercie, Éléonore. Place maintenant à l'agenda culturel avec vous, Pierre. Le fameux, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine? Mais d'abord, une autre exposition. Une autre exposition. Oui, à la Maison de la Photographie, qui est consacrée à un photographe italien, c'est Vasco Oscalini. Donc, je ne connais pas. Ok. Pour vous avouer, moi non plus, je ne le connaissais pas. Donc, ce style, malgré tout, on le reconnaîtrait, c'est ce que dit la critique, entre mille, marqué par des noirs profonds contrastés avec un peu de blanc. Donc, l'italien, ses thèmes de prédilection, c'est la danse et le mime. Son exposition s'appelle, pardonnez-moi pour l'accent, Persistenze. Donc elle s'est ouverte le samedi 14 avril. Oui, ça va. Oui. Je me débrouille. Donc Vasco Oscalini s'interroge ici sur la nature de la photographie qui raconte toujours un écart selon lui entre le passé et le présent. L'objet photographié, lorsqu'on le regarde selon lui à travers une photo, est devenu un souvenir. Vous pouvez observer ces images vous transportant vers une autre réalité jusqu'au 19 février. C'est noté, 19 février et encore une autre exposition, il me semble, Pierre. Oui, celle-là elle est légèrement différente. Donc si vous préférez la matière visuelle, vous ne serez pas déçus. Il y a l'exposition Futuro Textile Mix organisée par Lille 3000. Donc la fibre, le tissage, la maille et tous ces mots. Si tous ces mots vous paraissent un peu flous, vous pouvez comprendre toutes les facettes et la diversité du monde du textile à l'hippodrome de Marc-en-Barœul. Alors c'est spécificité un peu de cette édition, c'est qu'elle est consacrée au numérique et des vêtements connectés. Donc en gros, c'est des vêtements où sont intégrés des LED, des puces électroniques et même des GPS. C'est très pratique quand on se promène.
Et, donc l'objectif de tous ces designers, c'est bien sûr de faciliter entre guillemets le quotidien. Donc par exemple de téléphoner avec des gants, c'est possible. Et par exemple que le t-shirt signale un dysfonctionnement cardiaque. Et ça c'est important. Ok, bon, c'est très bien, des deux expositions qui ont l'air sympathiques, mais si on a envie d'avoir un truc un peu plus divertissant, si on a envie de danser. Mais j'ai ce qu'il vous faut. Ce week-end, des stars de la télévision montent sur scène à Lille pour un cha-cha-cha. Vous aurez reconnu, c'est Danse avec les stars. Les danseurs professionnels, jurys et présentateurs de la célèbre émission Danse avec les stars sont de nouveau en tournée. Alors après avoir réuni plus de 350 000 spectateurs dans tous les Zéniths de France et de Belgique, c'est au Zénith Arena de Lille où toute l'équipe se retrouve. C'est quand même costaud, 350 000 spectateurs. Donc comme dans l'émission TV, le public et le jury vont jouer un rôle capital, puisque chaque couple se produit sur la scène le temps de 2 danses avant de recevoir les notes du jury, et puis c'est au tour du public de voter pour leur couple favori. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Danse avec les stars quand même. Ouais, de nom, je ne regarde pas après, mais, je sais que mais vous êtes peut-être tenté par cette expérience. Ah, j'ai un petit faible pour les Roomba, donc... Ah, pourquoi pas. Vous savez la danser. Vous pouvez nous rappeler les dates? Oui, bien sûr. Oui, c'est ce week-end. C'est ce week-end. C'est demain, c'est ce samedi. Au Zénith Arena de Lille. Ce week-end au Zénith Arena de Lille. Il y a un festival à ne pas manquer pour tous ceux qui ont une âme de voyageur. Oui, c'est le festival Globetrotter à la gare Saint-Sauveur de Lille. L'événement est organisé par l'association Aventure au bout du monde. Donc de 14h à 20h, le public pourra rencontrer et échanger avec des amoureux du voyage qui ont exploré les 4 coins de la Terre. Le Lille Globetrotter Festival est évidemment ouvert à tous. 8 aventuriers témoigneront de leur parcours et donneront leurs bons plans pour mieux voyager ou encore pour s'imprégner de la culture des autres pays. Ok, et un dernier rendez-vous, Pierre, dans nos agendas? Oui, est-ce que vous avez déjà voulu vous faire tatouer? Est-ce que vous êtes tatoué? Non, je ne suis pas tatoué, c'est pas spécialement quelque chose qui me tente, mais... Moi, ça me tente bien. Ah, mais c'est peut-être l'occasion alors, parce que ce week-end, il y a le salon du tatouage. Oh, bien joué. Oui. Il est très fort. Il a travaillé l'émission. Donc il y a 180 tatoueurs de France et de Belgique, mais aussi d'Australie ou encore du Japon et des États-Unis, qui seront réunis le 27, 28 et 29 janvier prochain à Lille Grand Palais, pour vous faire découvrir l'art du tatouage, car oui, le tatouage c'est un art. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de sauter le pas, comme ici en plateau. La rencontre, c'est aussi 3 jours consécutifs de concerts, de spectacles et d'expositions. Donc comme l'an dernier, un concours sera organisé. Les plus beaux tatouages seront récompensés par un jury. Eh bien, merci Pierre, merci Léonore. De rien. Et c'est déjà la fin de votre T'as vu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro.